Salam alaikum Zulfillaoun, bonsoir. Si Gaïd Saleh, puis après lui Tebboune, et tout le système algérien se sont mobilisés comme un seul homme contre la moindre discussion sur une transition démocratique. C'est bien parce que les décideurs algériens avaient saisi toute la menace que ferait peser sur leur emprise un processus transitionnel sur lequel ils n'auraient plus de pouvoir. Expliqué de façon très simple, une transition démocratique est une option consensuelle entre les tenants d'un système politique tyrannique et une contestation populaire pacifique, pour aller progressivement et par étapes successives vers un état de droit sur une période d'un temps soit peu déterminée et à travers une feuille de route qui mettent en place des dispositifs pour que l'ancien régime se retire progressivement et que les représentants du peuple, élus démocratiquement, recouvrent les prérogatives politiques qui leur sont dévolues de façon démocratique, dans le même moment où les anciens tenants du pouvoir se retirent progressivement, comme on a dit, et pacifiquement. La phase transitoire, si elle consiste pour le peuple et à travers ses représentants à recouvrer le pouvoir de façon démocratique, n'en est pas moins irréversible pour permettre une profonde prise de conscience politique au sein des masses, jusque-là anesthésiées par le régime qui avait capté le pouvoir. C'est cette irréversibilité souhaitée de ce processus et l'impossibilité pour les tenants du régime de pouvoir reprendre le pouvoir qui a donc braqué les dirigeants algériens contre l'idée même d'une dynamique de transition. Ce sera donc l'occasion de la thématique d'aujourd'hui, de Thémascan d'aujourd'hui, de traiter de cette question sous le titre « Une transition démocratique est-elle possible en Algérie ?» Et avec nous pour en parler, Abbas Hamadan, universitaire, analyste politique, proche collaborateur de feu Hussein Aït Ahmed et son conseiller, Abbas Hamadan. Merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Donc à toutes mes pensées les plus fraternelles, donc à tous nos compatriotes en Algérie, bien sûr dans la diaspora. Je profite aussi suite au décès du père de mon ami et frère Karim Tabou, donc de lui présenter ici mes condoléances les plus sincères, les plus attristées à lui, à sa famille, donc à sa maman, la maman de Karim, et à toute sa famille. Et je profite aussi parce que les Algériens, c'est pas quelqu'un qui est un inconnu d'amour. Il s'est illustré, il a réussi à gagner l'estime et le respect des millions d'Algériens par sa sagesse, par la hauteur de son verbe. Donc je dis... Lui et son épouse d'ailleurs, lui et son épouse. Qui étaient tout le temps ensemble. Absolument, absolument. Donc on peut dire aussi que c'était des fervents hirakistes. Absolument. Voilà. Et donc, سقنفذي ثلويث الدموع أدياز ربي الصبر يتواشولتيس. ربي يرحمه. Alors, avant de donner la parole à notre deuxième invité, Boukhalifa Ben Mamar, donc Tabou Mohandakli, dit Damouh, connu, grand hirakiste qui ne ratait aucune manifestation, qui était toujours là avec sa femme, avec les épaules entourées du drapeau national. Nous allons voir quelques images de lui, Rabbi Rahmou. وزورة في دي وتكلت وفقني يعني على كل حال شادينا زورة الحبس رسالة البيع الحبس يشمس الحبس ما إلا هذه استسمنت أكو ذوك سوم هذه يساوي خدامنا هذا سيشتشان أما أنا من الحبس يشمس الحبس يجي الرويس يجي خميس يجي مولانيس
والله يا لو كان ذي سوالير لو كان سوالير أم شرى الحوق أشرى التسا والله ما ثمنت السنين الدلال ومعنا غشا نخدم يغرزن وين يغرزن الله غالب لو كان دري بغي ما تشكى لو كان دري بغي ناس ذي الكراسة مزواروث إلى بركة اسمي الله غالب ويسنا نسيغ دكا ونزرع دهزو ربي لا يباسيس دهزو ربي وين يفاني وريد دي غار سابريل وين يضربنا ذي الصوفار. Rabbi Rahmou Damouh donc nous disait en kabyle, pour ceux qui ne maîtrisent pas cette langue, qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise prison, que tous ceux qui sont en prison pour leur aspiration démocratique, madloumin, et il a exprimé son profond soutien à tous ceux qui souffrent de la répression de ce régime. Bouchalfa Ben Mamar, membre du collectif Riposte International, analyste politique. Bouchalfa, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, merci à la présence de vos invités. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir de venir causer un peu avec vous. Et c'est toujours un plaisir d'apporter et d'essayer d'apporter un peu son grain de sel. Son grain de sel, ouais. Ou plutôt des fois c'est son grain de sable aussi. Voilà, j'espère que non. Voilà. Et puis je pense qu'aussi, ouais. Je vois que vous avez mis au point un nouveau, enfin plutôt une nouvelle émission. Oui, oui, une thématique oui, je crois hebdomadaire. Il y a un besoin, et puis je pense qu'il y a toujours l'exercice est toujours intéressant, ne serait-ce que par sa dimension pédagogique. Absolument, merci beaucoup Bouchalfa d'être des nôtres, je suis très heureux de vous avoir avec nous. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui est avec nous aujourd'hui depuis la Belgique. Saïd Salhi, merci d'être des nôtres. Bonsoir, merci c'est Jamal. Bonsoir, merci. Bonsoir aux invités aussi. Bonsoir. Alors, votre séjour en Belgique, ça se passe bien? Bah écoutez, malheureusement, c'est pas un séjour choisi, donc quoi que je dis, c'est toujours difficile. Mais bon, on n'a pas le choix, on essaie un peu, voilà, de rester debout, c'est le plus important. On ne vous voit pas sur Skype, on vous entend très bien, mais il n'y a pas l'image, j'espère que ça va être réglé. Alors, Bess Hamadan, la transition, c'est quoi ce nouveau concept, enfin relativement nouveau? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quand on parle de transition, c'est de passer d'une situation à une autre. Et en l'occurrence, c'est le passage d'un système autoritariste, dictature, vers un système démocratique. Parce que le changement d'un système à un autre, on avait pris l'habitude que ça se passe par les coups d'État, par les fausses ouvertures, comme on en connaît chez nous depuis fort longtemps. Voilà, donc la transition consiste à mettre en place les conditions juridiques, politiques, psychologiques aussi, pour qu'il y ait un passage d'un système autoritariste vers l'état de droit, vers la démocratie, sans passer par la violence. Mais c'est une démarche qui est aujourd'hui normée, j'allais dire, qui est quasiment codifiée, qu'on appelle maintenant la transitologie, qui est enseignée à l'université, qui a ses spécialistes, ses experts. Exactement. En fait, il y a eu si on remonte très très loin, en fait, la transistologie, il y a eu des expériences, mais qui ne sont pas reconnues vraiment comme des sujets, comme des cas d'école. Il y a par exemple les Philippines en 1947, parce que c'était occupé par les Américains. Alors les Américains, déjà à l'époque, disaient qu'on occupe les Philippines pour leur apprendre ce que c'est que la démocratie, et puis une fois
voit qu'ils sont préparés à la démocratie, on quitte les Philippines, on les laisse faire. Or, ce qui s'est passé après 1947, il n'y a pas eu de véritable démocratie. À vrai dire, le début de cette... Ça veut dire que ce n'est pas irréversible, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'une transition pourrait peut-être se fourvoyer, être dévoyée. En fait, à l'époque, personne ne parlait de transition. D'accord. Mais c'est juste pour essayer, on veut faire de l'archéologie, un peu d'archéologie politique, donc il y a eu des tentatives, il y en a eu d'autres. Mais la vraie transition, ça a commencé au début des années 70 en Europe du Sud. Ça a commencé en la Grèce, 74, le Portugal, l'Espagne, et puis par la suite les pays de l'Est, l'Afrique du Sud, et un peu aux quatre coins du monde. Très bien. Boukhalifa ? Juste pour reprendre ce que vient de dire Abbas, effectivement, donc, depuis pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc, il y a trois périodes. Donc, il y a celle qui en Europe occidentale donc, a vu la chute des citadelles, des trois citadelles qui étaient placées plutôt dans le camp occidental qui sont l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Début des années 80, donc c'était plutôt celle connotation fortement militarisée, c'est celle d'Amérique latine. Et puis, donc après, on va arriver sur, à partir de 88, 89, c'est la chute du mur. Donc c'est pratiquement les pays de l'Est. La chute du mur, est-ce qu'on peut considérer ça comme une transition démocratique ? Non, pas du tout. Parce que là, la terminologie de l'époque, je parle sous le contrôle d'Abbas ici, ça s'appelait la démocratisation, le vent de la démocratisation. Donc on n'utilisait pas forcément la transition sous-entend ce qui par la suite a été... il faut que ça réponde à... Pas forcément une démarche consensuelle, mais quelque chose qui finit par s'imposer. Donc il y a des rapports de force qui amènent des belligérants ou des... à ne pas leur laisser le choix. C'est pour ça que c'est peut-être consensuel. Oui, et puis par contre, ce qui s'est passé, c'est que sur les deux dernières vagues, il y a eu le contre-coup. Quand il y a eu, par exemple, quand il y a eu la chute du mur, c'est quelque chose qui s'est accompagné par l'extension de l'influence américaine, à la fois politique et à la fois économique, qui a été quand même un facteur déterminant dans beaucoup de choses. D'ailleurs, vous allez voir à la fin, quand il y a eu la chute du mur, qu'est-ce qu'on a eu après ? On a eu... je pense que les historiens travaillent dessus. Il y a quand même des visions qui s'opposent. On a eu la guerre du Golfe en 90, 91. Oui. Alors que c'était vraiment un carrefour. Beaucoup voient dans la chute du mur un reflux d'une idéologie et un torrent, une crue de l'idéologie adverse sur l'espace politique. Et d'ailleurs, occidental notamment. Ces phénomènes qu'on appelait émeutes, sur lesquels je pense qu'il va falloir revenir de manière très rationnelle, très académique et très universitaire, parce qu'il y a matière à voir. Donc il y avait deux événements qui sont importants, les événements d'octobre en Algérie et les émeutes du nord marocain en 1990. Donc je pense qu'une approche, même à minima, une approche anthropologique fait que la proximité anthropologique des deux sociétés qui appartiennent vraiment au même espace, qu'il y ait eu ce qu'on appelait à l'époque les émeutes, mais qui ne le sont pas réellement. Il faut revoir et aller, je pense, extraire vraiment d'autres analyses a posteriori, mais qui peuvent être enrichies avec d'autres approches. On pourrait peut-être voir un peu. Oui. Voilà. Alors, juste une remarque un peu méthodologique. En fait, quand on parle de transition démocratique ou de transitologie, c'est plus un concept universitaire, parce que les expériences, quand elles sont vécues in vivo, les gens ne se disent pas on va mettre en place une transition démocratique et tout. C'est par la suite, par exemple la Pologne, on parlait, là-bas ils parlaient de table ronde. Donc voilà, c'était le mot utilisé. Donc c'est beaucoup plus... c'est important de faire un peu cette remarque méthodologique. D'accord. Alors Saïd Salehi, nous l'avons perdu. J'espère qu'on va me mettre au courant dès qu'il sera de retour. Alors, moi j'aimerais savoir
comment se passe une transition dans les faits? Parce qu'il y a des situations où, comme pour le Portugal par exemple, ça s'est fait de façon assez tranchée. Des officiers subalternes qui prennent le pouvoir, qui arrachent le pouvoir à la junte qui avait fait main basse sur le pays, et qui le restituent au peuple d'une façon assez sommaire, j'allais dire, et très rapide, même si je résume un peu. Mais sinon, comment ça se passe ordinairement, une transition démocratique? En fait, il n'y a pas une seule façon d'assumer ou de mener la transition démocratique. Chaque expérience est une expérience à part. D'accord. Elle est le fruit de quoi? Elle est le fruit de l'histoire du pays, du rapport de force, du niveau de culture démocratique dans le pays, etc., etc. Du contexte aussi. Du contexte, tout cela. Économique, politique, exactement. Géographique, absolument, sociétal. Absolument. Par exemple, la chute du mur de Berlin a favorisé l'émergence un peu d'un mouvement de démocratisation dans les pays de l'Est. Donc cela va de soi. Oui. C'est un événement exogène, externe, qui est venu déclencher un peu cette dynamique. Comme en Pologne, par exemple. Comme l'exemple de la Pologne avec Jaruzelski, le général Jaruzelski et Lech Walesa. Et donc, en fait, si on prend le Portugal, en fait, en 1973, il y avait un groupe de jeunes officiers, des capitaines, qui avaient créé un mouvement au sein de l'armée qui s'appelle le FMA. En fait, au départ, c'était des revendications corporatistes. C'est-à-dire, ils parlaient de leurs conditions de travail, de leur salaire, de leurs primes, etc. Donc, et petit à petit, ce groupe-là s'est politisé. Donc, il a dit qu'on ne peut pas régler ces problèmes corporatistes si on ne va pas dans un système démocratique. Donc c'est au sein de ce système démocratique que nos problèmes spécifiques peuvent être réglés de façon durable et structurante. Donc, un an après, c'était en avril, le 25 avril 1974, ils sont sortis dans la rue, ils avaient mobilisé des troupes, ils sont sortis dans la rue, ils étaient accueillis par des centaines de milliers de personnes. Avec des œillets rouges. Armés d'œillets rouges, voilà. Oui, oui. Et qui leur fichaient sur le canon du fusil. Absolument. C'était magnifique, c'est d'une beauté, les œillets. C'était très on l'appelait la révolution des œillets. Comment ça se fait? Mais vous pouvez vous interrompre l'un l'autre qu'on discute. Comment se fait-il que... Parce que d'habitude, quand une armée prend le pouvoir, ce n'est pas pour le restituer au peuple. Généralement, c'est un clou chasse l'autre. Je te prends le pouvoir, je le garde en attendant que quelqu'un d'autre me chasse pour le garder. Comment ça se fait qu'au Portugal, ces jeunes militaires, tous officiers subalternes par ailleurs, je crois. Des capitaines. Des capitaines. Ouais. Pourquoi n'ont-ils pas gardé le pouvoir? Parce que, en fait, c'est pour ça que je dis, ça dépend. Si on n'arrive pas à contextualiser chaque expérience, on risque de tomber dans des stéréotypes. Dans des analyses in abstracto. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut rappeler une chose, c'est que le Portugal, c'est le dernier pays colonisateur en Afrique. Donc en 1974, donc pendant ces événements-là, le Portugal avait encore quelques colonies en Afrique. Donc l'Angola, le Mozambique et le Guinée-Bissau. Donc, et se développer un mouvement de libération très puissant là-bas, qui mettait en grande difficulté l'armée portugaise. De l'autre côté, il y avait un mouvement social au sein du Portugal extrêmement puissant et très très bien organisé. Au sein des étudiants, des paysans, il y avait des comités d'autogestion, donc des comités autonomes, dans les usines, chez les paysans et surtout les étudiants. Donc il y avait ce mouvement de contestation. Et après, l'armée, les généraux portugais, ils étaient affaiblis par ce qui s'est passé dans les colonies. Parce que
tous les jours arrivaient des cercueils de soldats portugais qui mouraient là-bas. Donc l'opinion publique ne comprenait pas. Ils disent, la France, l'Angleterre, ils ont tous lâché, entre guillemets, leurs colonies, et vous persistez alors que le pays souffre de la misère, du chômage, etc. Donc ça affaibli l'armée. C'est pour ça qu'il y avait cette opportunité pour ce groupe d'officiers donc ils étaient portés par un mouvement populaire, un mouvement de contestation, et d'où la réussite. Donc 25 avril 1974, donc c'est la révolution. Un an après, il y a eu une constituante provisoire qui a été donc élection d'une assemblée, une constituante. Un an après, il y a eu la constitution sous laquelle vit encore la démocratie portugaise aujourd'hui. Et piste intéressante sur laquelle nous allons revenir, que vous avez suggéré, donc qu'un régime qui est fragilisé par des conditions exogènes ou même endogènes peut être susceptible d'être dégagé lorsque la contestation est potentielle, quoi, je veux dire, qu'elle existe sur le terrain, même si elle ne s'exprime pas. Mais sinon, comment ça se fait que l'armée, ces jeunes capitaines qui ont chassé les généraux portugais, qui leur ont pris le pouvoir, qui les ont arrêtés, je crois, qui les ont même incarcérés, je crois, le temps de la Révolution, il me semble. C'est après. Après. Oui, c'est après. Alors comment ça se fait qu'il n'ait pas gardé le pouvoir, comme cela se fait habituellement? Oui, mais en fait, ça c'est les arcanes du développement de l'histoire qui fait qu'il y a des retours de bâton. Parce qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui sont un peu plus récents, démontrer aussi que les jeunes capitaines, les jeunes officiers portugais qui ont mené cette fronde n'étaient pas si animés que ça d'un fort sentiment de démocratisation de la société, ce qui était loin d'être le cas. Donc, ce qu'on peut appeler de manière assez triviale le vieillissement des structures, elles peuvent être d'ordre politique. Il ne faut pas oublier que la dictature au Portugal était l'une des plus vieilles en Europe, elle remonte à 1936. Donc il y a un processus, voilà, il y a un processus de vieillissement de l'élite qui était autour de Salazar et qui a été incapable de se régénérer. Mais pourtant en Algérie, le vieillissement de la junte dure depuis déjà pas mal de temps et ça ne s'est pas produit quand même. Sauf que le cas de l'Espagne et le cas du Portugal, c'est que cette junte, elle était incarnée par un personnage. D'ailleurs, mais chez nous aussi. Chez nous, non. En Algérie, non. Ça s'est diffusé chez nous après la mort de Boumediene. Oui. Le pouvoir militaire n'était plus incarné. Parce que l'essentiel des décisions était prise. Quoi qu'en dise, il y avait un tout petit cercle restreint autour de Boumediene, mais tout transitait par lui. La moindre petite... Mais il était entouré de militaires. Lui-même était un militaire qui avait pris le pouvoir par un putsch militaire. Non, lui, il faisait office d'arbitre, mais c'était lui qui était au-dessus de la mêlée. Sauf qu'une fois qu'il a disparu, donc le fameux collège qui était resté, il était là, mais les arbitrages ne se faisaient plus de la même façon. Donc, si vous voulez, le pouvoir en lui-même décisionnaire n'était plus incarné par une personne. Si, pardon, Boukhalifa, à la disparition de Boumediene, il a été remplacé par un militaire. En 92, après l'interruption du procès démocratique, les militaires ont désigné un président qu'ils avaient importé. Puis ils ont fait élire Zaroual, qui était général lui-même. Puis ils ont importé Bouteflika, c'est les généraux qui l'ont importé. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on s'est vu reprocher à juste titre d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens, notre parler un peu générique, qui concerne à dire qu'est-ce qu'on entend quand on dit les généraux. Effectivement, on peut les citer, on peut les faire, mais l'incarnation elle-même, en elle-même n'est pas indexable. On ne peut pas l'avoir, contrairement à l'Espagne et au Portugal. C'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir qui était incarné par une personne, qui était porteur d'une vision, donc un peu d'extrême droite, mais qui s'appuyait sur les valeurs
sur les valeurs traditionnalistes. D'ailleurs, c'était la même lame de fond qui a traversé l'Europe à la fin des années 20 et des années 30, ce qui avait permis, dans pas mal de contrées, qu'il y ait une accession de ce type de courant politique au pouvoir, mais incarné toujours. Quand on parle de l'Allemagne nazie, qui est un cas à peu près à part, mais le cas de l'Espagne et le cas du Portugal, ça n'a pas empêché d'avoir des mouvements d'extrême droite. Oui, mais Abou Khalfa, moi ce que j'aimerais savoir, parce que la question n'est pas innocente, c'est comment se fait-il que ces jeunes capitaines qui ont récupéré, qui ont recouvré le pouvoir, qui ont chassé les anciens généraux, mais qui l'ont rendu au peuple, c'est une piste intéressante. Ça veut dire qu'il peut y avoir l'intervention de l'armée pour dégager un régime, mais qu'il est possible qu'il ne le garde pas et qu'il le restitue au peuple, comme cela a été le cas au Portugal. On peut faire deux, trois hypothèses, c'est-à-dire que le niveau de conscience politique moi j'emprunte une formule qui n'est pas de moi, c'est celle de Thomas Sankara, qui était un militaire colonel. Il disait que tout militaire sans conscience politique était un criminel en puissance. C'est-à-dire que par la possibilité de mettre en œuvre des solutions à un moindre coût et ce que cela peut générer derrière. Mais en tout état de cause, la désincarnation d'un pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait? Même quand il y a un processus biologique de vieillissement déjà, mais il y a aussi un processus de vieillissement institutionnel, le non-renouvellement. Et je que la plupart d'eux... On a eu le mouvement des jeunes officiers en Égypte qui a débouché sur une dictature militaire. Oui. Quoi qu'on le dise, quoi qu'on fasse, avec des éléments idéologiques dans le fond, avec la pensée panarabiste, incarnée par Jamal Abdel Nasser. Mais quand vous voyez que tous les officiers qu'il y avait autour de lui, qui par la suite n'étaient pas aussi animés du même idéal que lui avait essayé d'incarner, on l'a vu par la suite. Mais quand vous avez une logique de pouvoir qui est désincarnée et dans un processus de vieillissement, vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait une remise en cause qui vienne de l'intérieur. Parce que ceux qui sont de l'intérieur sont embarqués et ils sont... Puis vous connaissez comment les chaînes de commandement sont faites chez nous. Elles obéissent à d'autres... Embarqués généralement servent de façade par une gente qui ne veut pas s'incarner, justement. Ah oui, bien sûr. Mais qui préfère des façades en trompe-l'œil pour faire croire à une démocratie. Et c'est ce qui lui permet, c'est-à-dire que quand elle a des façades, c'est l'effet fusible. C'est l'effet fusible. Absolument. Donc, en cas de problème, ça saute loin de chez eux. Bien sûr. Après, donc, quand je vois qu'on a développé un phénomène de cristallisation sur Yahya qui est un lampiste, quoique un bonhomme comme celui-là doit répondre dans un contexte pseudo-démocratique, doit répondre quand même d'un certain nombre de chefs d'accusation, de tout ça. Mais quand il arrive, un bonhomme comme lui, arrive à cristalliser ce qu'il y a eu, ça permet aussi à ceux qui tirent les ficelles derrière... Alors que lui ne reste qu'un lampiste, en effet. Voilà. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Deux petites remarques pour rebondir un peu par rapport à votre si intéressant échange. Le Portugal, s'il n'y avait pas un mouvement, là j'insiste, un mouvement social très puissant, donc la société, le peuple, pour utiliser le mot, était organisé. Les étudiants, il y avait des mouvements très très forts. Ils étaient organisés en comité dans chaque université, dans les lycées. C'était pas uniquement propre au Portugal, c'était le mouvement des années 60. Non, mais il veut dire, moi j'ai compris un peu que s'ils avaient restitué le pouvoir au peuple, c'est parce qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Qu'à côté, il y avait un potentiel de contestation. C'est pour ça que le rapport de force dans tout changement politique, dans tout processus de démocratisation, le rapport de force, il est déterminant, il est important. C'est pas un groupe de jeunes qui sont des braves sous-officiers qui se sont réveillés, ils ont dit, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1973, c'était des revendications corporatistes. C'est parce qu'il y avait un mouvement très très puissant,
des syndicalistes, des paysans, des étudiants et tout, qui avaient des revendications démocratiques, sociales et politiques. Donc c'est ça qui a provoqué la conversion de ce mouvement-là, qui au départ était un mouvement corporatiste, qui avait des revendications qui concernaient leur situation de militaire. C'était tout le contexte qui allait dans ce sens. Bien sûr. C'était pas seulement cette prise du pouvoir par les jeunes militaires. Non. Même s'il compte, même si le geste bien sûr. En fait, il faut avoir une approche, parce que ce genre de problème, c'est pas linéaire. C'est des problèmes qui sont très complexes. Donc, toute explication un peu qui consiste à dire parce qu'il y a eu cela, elle risque de tourner court. Il faut avoir une approche systémique, multidimensionnelle, donc qui intègre tous les points, sinon on va se retrouver dans des lectures en entonnoir. Par rapport à parce que Bouhalfa, il a fait le parallèle avec l'histoire des jeunes officiers en Égypte. Ben, c'est pour ça que la transition aussi, l'importance de la transition justement, c'est d'éviter de passer d'une dictature ou d'un système autoritaire à un autre. C'est-à-dire un système autoritaire au nom de l'armée vers un système autoritaire au nom de la religion, de la langue, de la région ou peu importe. Donc c'est pour se prémunir contre ce genre de situation, de révolution avortée ou détournée ou confisquée que la transition. Et nous allons y venir tout à l'heure pour voir quels sont justement tous les... Passez-moi le terme pour empêcher de tomber dans le principe, les garde-fous. Tous les garde-fous qu'il faut mettre en place pour éviter justement... Alors, Saïd Salhi est de retour avec nous. Saïd Salhi, nous parlions un peu de l'historique de la transition, de ces exemples comme le Portugal, l'Espagne, de leurs expériences respectives. Merci, je m'excuse, bon, il s'est coupé. Tout d'abord, je voudrais à l'occasion présenter donc mes condoléances à Karim à l'occasion donc du décès de son père. Mais sinon, pour la thématique, tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier. C'est une thématique intéressante, importante et toujours pertinente. Alors, pour les transitions, certainement qu'il n'y a pas une seule expérience, il y a plusieurs expériences dans le monde et dans l'histoire. Je voudrais juste dire que pour notre cas, je pense qu'il ne faut pas seulement calquer des expériences, il faut quand même contextualiser l'expérience par rapport à notre particularité algérienne, par rapport à la nature du régime, par rapport aux acteurs qui animent donc la société et la vie politique de manière générale, par rapport à l'évolution historique même voilà, du régime et aussi de la société, et par rapport aussi et surtout au rapport de force, ça a été dit par les amis qui sont avec vous et que je salue à l'occasion. Moi, je me rappelle en 2020, dans le Hirak, bon, tout le monde parlait de la transition. Il y avait justement cette demande de connaître c'est quoi la transition, d'en profiter des expériences à travers le monde. Il y avait des amis de Nebni qui ont fait une étude assez intéressante, même une étude comparative sur les différentes transitions qui ont eu lieu dans le monde. Ils ont pris 10 pays dans le monde, où on a essayé un peu de comparer entre les pays, entre les différentes expériences, et on a essayé aussi d'en tirer peut-être, voilà, profit pour pouvoir, à la limite, voilà, alimenter notre propre expérience algérienne. Bon, je pense que chaque expérience en vaut ce qu'il vaut pour dans son temps, dans son contexte, mais pour notre part, nous en Algérie, je pense que c'est un pays aussi complexe et malheureusement, voilà, la transition aujourd'hui est devenue même une question taboue, on n'en parle même pas. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a même pas eu de débat sur la question. Le débat a été, voilà, je dirais, sabordé, diabolisé. On a empêché ce débat dans la société. On l'a empêché aussi, même avec le pouvoir. Et toute la question renvoie à une question de volonté. Donc de bonne volonté surtout du pouvoir. Dans toutes les situations, dans toutes les expériences, je pense que toutes les transitions passent d'abord par la bonne volonté du pouvoir. Et quand je parle de la transition, je parlerai d'une transition, voilà, concertée, progressive, négociée, pour pouvoir passer d'un système à un autre. Voilà. Sinon, autre que la transition, c'est la confrontation, c'est la rupture brutale, c'est la révolution au sens, voilà, je dirais, voilà, politique du terme. Pour notre cas
fois, nous en Algérie, où nous avons en 2019 choisi, la rue a largement choisi justement cette voie de la transition. Malheureusement, cette voie a été diabolisé. Même, je me rappelle, ce travail qui a été fait par les amis de Nebni n'a pas eu suffisamment d'espace de débat dans la société. Il a été vite sabordé, il a été vite, diabolisé. Très bien, puisque vous nous amenez à l'Algérie, un autre volet donc de cette émission, même si nous pouvons revenir un peu sur les autres aspects de la transition. Boukhalifa, 88, les événements de 88. Qui ont vu la fin du monopartisme. De 62 à 88, jusqu'à 89, nous n'avons eu que le monopartisme parti FLN. Or, 88, le régime s'est emparé donc de ces émeutes, ou de cette révolte, ou de cette révolution de 88, chacun la voit à sa façon, mais c'est le régime lui-même qui a piloté la transition, lui avec lui-même. Et il nous avait offert, rappelez-vous, une transition de l'économie dirigée vers le libéralisme le plus débridé, une transition du monopartisme vers le multipartisme le plus marchand, j'allais dire, qui se vendait quasiment au souk. C'était incroyable. On avait la naissance de 60 partis du jour au lendemain, d'une transition d'une presse totalement uniforme vers une libéralisation d'une presse qu'il avait créée lui-même avec ses anciens journalistes parmi les plus zélés, d'une libéralisation économique où on a vu la naissance de M. Semoule, de M. Sucre, de M. Médicaments, tous issus du sérail. Est-ce que 1989 a été une transition pour ce qui est de l'Algérie ? Au fait, là où, dans votre présentation, je vais quand même nuancer, me permettre d'apporter une nuance. C'est-à-dire que quand même entre 62 et 89, 88, il y a eu la société n'était pas anesthésiée. C'est-à-dire qu'au lendemain de l'indépendance, on a eu quand même des mouvements qui ont remis en cause le principe du parti unique. Donc il y a eu des créations du PRS, du FFS avec ses martyrs. Donc à partir de 66, donc il y a eu un mouvement qui était un peu qu'on voyait dans les années 60 dans l'univers universitaire un peu partout dans le monde. Donc il y a eu des groupes qui étaient un peu à gauche, du centre-gauche et pas du tout à droite dans des universités qui en constituent des noyaux de contestation. On a eu, dans le la grève des étudiants 70. Et des lycéens, les étudiants de l'UNEA en 60. Oui, donc il y a eu ces espaces qui étaient âprement disputés entre des étudiants qui voulaient être complètement autonomes du système et du régime. Et puis vous aviez ceux qui étaient... il y a eu l'épisode de l'ORP aussi sur lequel il faudra revenir, qui est un épisode qui est assez trouble aussi, qui est un cas d'école qui à la fois... qui part d'une rêverie, qui parle d'une certaine vision utopique de la manipulation. L'ORP, c'est quoi l'ORP ? C'était l'Organisation de la Résistance Populaire qui était, au fait, je dirais pas une nébuleuse, donc je ne vais pas insulter la mémoire des personnes qui sont là. Mohamed Harbi en a fait partie, donc il en a parlé dans... oui, Hussein Zahwan, et puis des membres du PCA, qui par la suite ont créé le PAX, qui se sont retrouvés, donc qui était une réponse d'un groupe qui était à la fois autour de Ben Bella et un peu de la gauche du PCA et ainsi de suite. C'était une réponse au coup d'État de 65. Donc un bon nombre d'eux se sont trouvés en prison jusqu'au début des années 70. D'accord. Et il y a eu l'épisode des années 70 où on a eu quand même le noyau de militants berbéristes qui étaient très actifs à cette époque-là. Donc l'affaire du Cap Sigli a été quand même
a été quand même extrêmement importante. On voit l'implication du régime dans son maillage et dans le quadrillage systématique de la société, dans sa volonté de la contrôler. Donc il y a eu le printemps berbère en 80, donc il y a eu quand même il y a eu quand même un certain sursaut de Barkheda, Farhat Abbas. Exactement, donc c'est des choses qui sont importantes. De l'opposition à l'étranger, le Bourdiaf. En réalité, le régime n'a jamais pu anesthésier la société. Ça, il n'a jamais pu le faire. Donc les années 80, par contre, à partir de 83-84, l'inflexion, c'était la crise économique. Quand même, c'est abattu de plein fouet. Donc, effectivement, le journaliste Saïd Smaïl, donc moi je me souviens, j'avais un livre qui à l'époque, c'est un livre qui était assez intéressant, Les barons de la pénurie. Qui quand même, c'était dans les années 80, il faut le relire. Oui, c'était, mais bon, avec les mots de l'époque, il a réussi quand même à passer par les arcanes de la censure. Et c'était un peu important aussi de le savoir. Donc il y a eu quand même des émeutes en 85 dans le Constantinois. 87 notamment. Oui. Voilà. 85, Constantinois et la Casbah. Oui, voilà. Il y a eu des morts. Oui. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que, et puis en 87, il faut le dire, il faut souligner ce qu'il y a eu. Après, on n'a pas de travaux universitaires là-dessus pour en déterminer. Il y a eu les maquis de Bouali. Oui. Il y a eu une organisation, militaire, paramilitaire. Le MIA. Voilà. Ouais, le MIA. Et voilà. Le degré d'instrumentalisation par les services là, donc on n'a aucun travail qui est fait là-dessus. Donc, moins d'un an plus tard, on débouche sur les émeutes au début. Donc, moi, je ne peux pas appeler les émeutes d'octobre 88 d'abord des émeutes parce qu'il y avait une implication d'un certain nombre d'acteurs de l'époque qui étaient des syndicalistes, des étudiants, il y avait des travailleurs, il y avait des comités qui étaient... Il y a eu la grève de Louiba. Exactement, qui étaient impliqués. Voilà. Et je pense que la réaction violente du régime, c'était surtout le noyau organisationnel qui l'avait quand même fait un peu sursauter. Parce que là, comme aujourd'hui, d'ailleurs, le régime, tant qu'il ne voit pas l'ombre d'un noyau organisationnel, il ne s'affole pas. Mais il commence à sévir à partir du moment où il n'arrive pas à avoir ces 2 ou 3 longueurs d'anticipation pour juguler toute organisation possible. Ça, c'est dans sa logique. Donc ce n'était pas, contrairement à ce que certains les ont appelés, la révolte des paumés ou les émeutes de la semoule. Il n'y a qu'à aller voir sur les 500 personnes décédées en octobre, de faire une catégorisation. On va voir à qui appartenaient ces gens, à quelle catégorie socio-professionnelle ils appartenaient. Ils n'appartenaient pas forcément... Les populaires les plus défavorisés. Pas forcément. Ah bon ? Ah non, pas forcément. Il faut voir le nombre de blessés qu'il y a eu après. Moi, personnellement, j'ai un ami qui a perdu sa jambe. Il y a eu énormément d'estropiés. Voilà, qui était en première année à l'université à Babzoar, ou en deuxième année, je pense. Et puis vous pouvez en multiplier. Mais la violence de la réaction du régime à cette époque-là, ce n'était pas pour le maintien de l'ordre, contrairement à la vulgate que Khaled Nazar lui-même disait, oui, contre l'ordre, j'en assume la responsabilité. Non, tout simplement. C'est qu'ils ont sonné le tocsin à l'intérieur, il y avait des noyaux organisationnels qui pouvaient leur rappeler ce que notre ami Abbas avait parlé. Il avait bien fait d'ailleurs de le souligner dans le cas du Portugal. C'est-à-dire le risque qu'il y ait une jonction entre une partie du contingent. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, plus de 90% de l'armée était constituée de contingents d'appelés. C'était des gens qui étaient là pour passer leur service militaire. Et le risque de contagion est toujours présent. Donc des analyses comme ça, on en manque beaucoup. Mais ils ont réussi, si tel est le cas, s'ils ont réagi, s'ils ont réprimé par peur d'une généralisation de la contestation, ils auront en tout cas réussi à l'étouffer, puisqu'ils l'ont réussi d'une double façon. D'abord en mettant fin aux émeutes ou à la révolte, et d'un autre côté, en ouvrant la porte vers une fausse libéralisation, vers une fausse transition, puisqu'ils sont devenus encore plus forts
qu'avant, et moins apparent, j'allais dire, ils ont opté justement pour des façades beaucoup plus opaques, beaucoup plus... Après, là on peut aborder le volet de la sécrétion d'une certaine, je n'aime pas trop dire, mais d'une certaine élite ou d'une certaine classe politique ou des gens qui vont incarner un idéal politique, qui vont le porter, qui vont le travailler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu dans tous les côtés. Mais quand vous voyez, par exemple, que quand la première Ligue des droits de l'homme qui était reconnue par la Fédération internationale des droits de l'homme, quand elle a été créée, quand vous prenez, par exemple, l'un des écrivains qui était le plus en vogue à l'époque, pour ne pas le citer, c'était Abdelhamid Ben Addouga, à qui on lui a dit « Mais pourquoi tu Il a dit « Non, mais il y a trop de Kabyles ». Pour vous dire à quel point on était en train de poser des questions, alors qu'il n'y avait pas que des Kabyles en réalité. Mais le problème des droits de l'homme, le problème des ouvertures, il y a eu quand même des tentatives d'ouverture de la société sur des combats qui pouvaient quand même constituer des canaux de réflexion, pouvant créer un contrebalancement, ne serait-ce que sur le plan idéologique, face au régime. Donc on a eu tout ça, et le régime, il s'est engouffré là-dessus. Alors, il y a la transition démocratique au sens propre du terme, et après il y a l'ersatz de transition. Donc ce qu'on a vécu en Algérie, c'est un ersatz, une fausse transition, parce que la transition, il y a une condition sine qua non. Pour qu'elle puisse être crédible, recevable, il faudrait qu'elle soit autonome du pouvoir en place. Sinon, on a l'expérience du Chili. Pinochet, il décide sous la pression internationale, il dit bon, je vais ouvrir en 1977, il dit je vais ouvrir, on va aller vers la démocratie, mais tout doux, c'est-à-dire en 3 phases. Sans circonscrire sur ces phases-là dans le temps. Il ne dit pas que ça va durer 2 ans, il dit 3 phases. La première phase, l'armée contrôle tout, c'est-à-dire y compris les membres du gouvernement militaire. Pas d'assemblée, donc première phase. Deuxième phase, les militaires contrôlent les postes clés, les ministères régaliens, le ministère de la Défense, l'Intérieur, la Justice, l'économie, et ils laissent des miettes aux quelques représentants de partis politiques. Et la troisième phase, on passe le pouvoir aux civils, mais nous gardons quand même le contrôle sur... voilà. Donc voilà l'exemple de fausse transition. Ce qui s'est passé en Algérie, ça n'a rien à voir avec la transition, parce qu'il n'y a pas eu... C'est en tout cas autrement plus malin que la méthode de Pinochet. Alors moi j'ai une lecture par rapport à 89. J'avais écrit à l'époque un article qui était paru dans le journal El Haq et Nation. Donc j'avais une lecture de l'époque. Je suis toujours d'accord avec moi-même à peu près, avec quelques décennies plus tard. À l'époque, je disais, en fait, c'est pour ça tout à l'heure, on parlait du passage du parti unique au multipartisme unique. C'est-à-dire que 89, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. Donc la fin du parti unique dans le monde. C'était plus en vogue. On ne pouvait plus l'accepter. Donc le pouvoir, il avait vu que le FLN, parti unique et tout, c'était de l'histoire ancienne. Il fallait passer à une période pseudo-ouverture avec des partis qu'on contrôle, avec une ouverture contrôlée. C'est pour ça que je parlais de parti unique au multipartisme unique. Donc ils ont semé la scène politique ou le champ politique, ils l'ont semé de partis croupillants qui recouvraient les différents courants qui traversaient la société algérienne. Donc on avait 2 ou 3 partis islamistes, 2 ou 3 partis baptistes ou arabistes ou je ne sais pas quoi, 2 ou 3 partis berbéristes, 2 ou 3 partis libéraux, etc., mais qui sortaient des laboratoires de la sécurité militaire, du DRS. Et après, les quelques partis véritablement
opposants, ils vont être noyés ou ils vont passer leur temps à se battre avec ces croche-pieds. Et quand l'effet pervers s'est produit, c'était le coup d'État. Voilà, quand ça les a dépassés, parce qu'ils avaient en fait dans leur stratégie, c'est ce que j'écrivais à l'époque, ils pensaient à partir des partis qu'ils ont créés, ou qu'ils ont, on va dire, suscité, suggéré, inspiré. Donc ils pensaient constituer une majorité présidentielle et laisser un petit espace pour les vrais opposants qui seraient neutralisés par ailleurs. Absolument. Comme ça, on arrive à une démocratie. À une façade idéale. Idéale et tout. Le problème, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Donc c'est ce que j'écrivais à l'époque. Hein. Donc c'était en 80. À l'époque, c'était en 90, je ne sais plus. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça. Il n'y avait aucun système au monde, sauf quelques pays, où il y avait le parti unique. Donc, il fallait, puisque c'était devenu un mouvement international, mouvement de l'histoire, hein, donc autant le faire. Prendre le train en marche, mais garder la réalité du pouvoir. Voilà. Alors, Saïd Salhi, sur cette question, avant de passer à plus profonde en matière de transition en Algérie, sur cette histoire de 88, est-ce que les ouvertures de 89, les ouvertures politiques, économiques, médiatiques, sociétales, est-ce que c'était l'objet d'une véritable transition, ou est-ce que c'était juste une façade en trompe-l'œil? Alors, vous dites ouverture, moi je dirais, c'est d'abord le fruit des luttes voilà, sociales, des luttes politiques pendant des années. C'est aussi le fruit d'un contexte international, ça a été dit tout à l'heure, avec la chute du mur de Berlin, avec la chute du bloc, disons, socialiste. Voilà, donc c'était presque un cycle, je dirais, normal et naturel, voilà, de l'histoire. Seulement, ce qui s'est passé durant cette période, malheureusement, il faut dire bien qu'il y avait quand même des partis qui ont existé dans la clandestinité, mais moi je dirais quand même que la société n'était pas suffisamment organisée, suffisamment structurée, suffisamment stratifiée, dans le sens où on aura un peu des acteurs, voilà, qui sont là, qui sont identifiés, qui incarnent réellement les rapports de force, sinon les courants d'opinion de la société. Le pouvoir d'ailleurs en 89, il n'a pas, disons, négocié avec les acteurs qui existaient dans la clandestinité, il a négocié avec d'autres, il en a créé aussi d'autres. Donc réellement, ça a été une ouverture piégée. D'ailleurs, il n'y a pas eu de transition. Il n'y a eu jamais de transition en Algérie. Pour preuve, voilà, quelques temps après, le pouvoir, sinon le régime, a repris voilà, les choses en main, y compris le retour du parti unique, bien que voilà, nous avons vécu une sorte de ce qu'on appelle toujours la parenthèse démocratique. Mais sinon, voilà, tout est question, je pense, de pilotage de cette transition. S'il y a bien sûr transition, qui pilote la transition, avec quel acteur, quels sont les rapports de force et pour quelle finalité. Et pour le cas de l'Algérie, malheureusement, voilà, la transition, voilà, si on parle de transition, à part quelques ouvertures, ce que je parlais tout à l'heure de la parenthèse démocratique, avec voilà, le multipartisme, avec l'ouverture du champ syndical, le champ médiatique, avec la constitution de 89, notamment voilà, la reconnaissance des instruments de droits humains pour la première fois, notamment dans la Constitution de 89, mais sur le plan de la pratique, sur le plan de la réalité, je l'ai dit la dernière fois à l'occasion de la célébration du 5 octobre, j'ai dit que le parti, voilà, que le régime voilà, à la limite, voilà, ouvert donc le champ politique en essayant un peu voilà, de faire une sorte de recul par rapport au parti unique, mais les acteurs réels voilà, du régime politique n'ont jamais lâché prise, notamment ce qu'on appelle la police politique et l'armée. L'armée n'a jamais reculé et n'a jamais cédé le pouvoir. La police politique n'a jamais été dissoute alors que c'était l'objet de toute la discussion, de tous les débats de 89. Donc réellement, il y avait une sorte de transition de façade, c'est tout. Très bien.
Alors, mes chers amis, si vous le permettez, nous allons faire maintenant des tours de micro un peu plus dynamiques. On va faire circuler la parole un peu plus vite. Nous allons d'abord écouter M. Gaïd Saleh pour voir ce qu'il pense de la transition démocratique. Écoutez-le. ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار مسيرات سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى مواجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسب لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى فراغ دستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث. فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة. Et nous allons écouter M. Tebboune sur la même question. إذن نفوت الفرصة على من يريد مرحلة انتقالية. احنا المرحلة الانتقالية ما بغيناهاش خوفا على الوطن وخوفا على المواطن، لأن المرحلة الانتقالية كل الناس تعرف باش تبدأ وما تعرفش باش تنتهي. كل مرحلة انتقالية اندارت هي مغامرة وتخترق من كل التيارات داخليا وخارجيا. Encore M. Tebboune pour la route. مرحلة انتقالية يقولوا المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. عشنا مرحلة انتقالية ربما كانت مفروضة آنذاك، ظروف حقيقة فرضتها بعد الأحداث تاع 92 كانت باش تدوم سنة تقريبا. شكون اللي ما دمعش نهار اللي الرئيس المجاهد اليمين زروال انتخب كرئيس، رجعت شعرة معاوية بالشرعية وتنفس المواطنون السعداء، لأن كنا ماشيين الهاوية توصل حتى كنيسة تألف بالقلوب تاع الجزائريين. أنا شخصيا يعني مانيش ماشي خلاص وما نمشيش مع مرحلة انتقالية Alors, pourquoi ce régime a-t-il eu autant peur de cette histoire de transition démocratique? Pourquoi a-t-il rué dans les brancards au point de qualifier les gens qui osaient en parler de traîtres à la nation? Voilà un homme, en parlant de Gaïd Saleh, qui aurait pu rentrer dans l'histoire par la grande porte, en dépit de son passé. Si je prends l'exemple de la Pologne, il y avait un général qui s'appelle Jaruzelski, qui était chef d'État, donc il avait tous les pouvoirs, exécutif, législatif, et parce qu'il y a eu la fameuse grève menée par Lech Walesa, Par Solidarność. Solidarność, dirigé par Lech Walesa, donc il y a un mouvement de grève très très puissant. C'était pas le seul, hein. Bien sûr, il y avait d'autres mouvements, mais on va dire que c'était le plus médiatisé, le plus connu. Jaruzelski, il a accepté de se mettre autour de la table, d'ailleurs ils appelaient ça la table ronde, et de discuter la transition, comment organiser le passage du système soviétique, du système socialiste soviétique, vers une démocratie parlementaire. Et dans la négociation,
quelles sont les garanties que vous pouvez nous donner, nous, en tant que généraux, en tant que militaires? Et là-bas... pour la suite des événements, c'est-à-dire pour ne pas être poursuivi. Bien sûr, bien sûr. Là, je ne sais pas si on abordera la question de la justice... Ah si, on abordera, si ce n'est cette partie, la prochaine partie. La justice transitionnelle. Donc là, la Pologne, par exemple, parce qu'il y a eu 3 cas d'école dans l'histoire. Hein. La Pologne, c'est un cas où amnistie. OK, vous vous retirez de la décision politique, du champ politique, vous regagnez les casernes, et nous, de notre côté, on s'engage, noir sur blanc, on s'engage devant le peuple polonais, qu'il n'y aura pas de poursuite. Gaïd Salah et Jaruzelski, alors que c'était un dictateur, un homme autoritariste, antipopulaire, ils étaient honnis par le peuple polonais, mais parce qu'il a eu cette attitude-là, eh bien, à son enterrement, il a sauvé son pays et il a assuré au régime les conditions d'une retraite tranquille, sans poursuite judiciaire. Et à son enterrement, des centaines de milliers de citoyens étaient présents pour lui rendre hommage. Contrairement avec... voilà, il a raté l'occasion, Gaël. Justement, pourquoi ces gens du régime n'ont-ils pas compris que c'était pour eux une occasion? D'abord, qui dit transition dit... que ça se passe peut-être pendant des années. Bien sûr. Ils ont le temps de partir doucement. Ils ne partent pas du jour au lendemain, d'abord. Ensuite, ils peuvent négocier les conditions de leur départ. D'être tranquille, de ne pas être poursuivi, de pouvoir mener une vie tranquille, avoir une retraite tranquille, paisible. Pourquoi ont-ils refusé? Est-ce parce qu'ils sont addicts au pouvoir ou qu'ils sont dans un train duquel ils ne peuvent pas descendre, qui ne décident de rien, ou alors il y aurait une autre raison? Malheureusement, nous avons affaire à des généraux qui n'ont aucun sens de l'État, aucun sens de l'intérêt général. Parce que dans d'autres pays, on a connu on peut dire des dictateurs éclairés, donc des gens qui sont autoritaristes et tout, mais qui ont le sens de l'intérêt général, de l'intérêt du pays, de l'intérêt du peuple. Nous avons affaire aux généraux actuels, des gens qui sont incultes, qui n'ont aucun sens l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple, c'est leur dernier souci. Nous avons affaire à des espèces de bandits. Des prédateurs. Des prédateurs, des bandits. Ils ne veulent pas lâcher. Autrement, tout le monde, s'ils avaient un minimum, une once de patriotisme, vu les moyens que l'Algérie a eus, les moyens financiers et tout, et le retard accusé sur le plan technologique, sur le plan social, sur le plan économique par rapport à d'autres pays, quand on voit le Vietnam, qui a connu deux guerres, une guerre contre... Et quelle guerre? Et quelle guerre? Une guerre dévastatrice, qui aujourd'hui, dans le classement, par exemple, des écoles et des meilleurs systèmes éducatifs, ils arrivent en 7e position au niveau mondial. Ils vont... d'autres pays, les pays du Golfe, même si c'est des monarchies autoritaristes, ils ont construit leur pays. Nous, c'est une entreprise de démolition de l'histoire, du peuple, de la mémoire, d'eux-mêmes, en fin de compte, de leur propre avenir, celui de leurs enfants. D'eux-mêmes, parce que ces gens-là vont finir où au niveau de l'histoire? Dans quelle case? Ils vont finir dans la case, dans la case du déshonneur, de l'indignité. Voilà. C'est vraiment une question. Comment n'ont-ils pas saisi cette chance historique que les événements leur ont offert de se retirer dans l'honneur, en servant leur pays, en lui permettant de se redresser, de se relever, de se reconstruire, et à eux-mêmes de pouvoir partir tranquillement sans être inquiétés? Pourquoi? Moi, je voudrais saluer au passage le docteur Ahmed Sarab qui est à Constantine et qui sur son mur... la première fois qu'il avait écrit une petite réflexion, beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Sarab, oui, il est là, il est en France. Non, je pense qu'il est à Constantine. Ah, il est rentré alors. Non, voilà. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a dit qu'il n'y aura pas de transition possible si on ne pense pas préserver un minimum d'intérêt du régime en place. Je traduis ces mots, je me permets, parce qu'on a eu un échange avec lui. Moi, je le comprends tout à fait, ça va un peu dans ce sens-là. Sauf que quand on évoque le cas du général Jaruzelski, il avait en face l'un des plus gros syndicats
qui jouissait quand même déjà de la... Des chantiers navals, c'était oui, une tradition mais de surtout qui contestation. jouissait quand même d'une aura assez importante dans la société polonaise. Il ne faut pas oublier aussi, autour de Lech Walesa, donc vous aviez quand même une élite universitaire qui était des historiens, qui étaient vraiment, que ce soit ici en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Donc c'était le pays d'où provenait le pape de l'époque. Donc oui. voilà, qui avait mis le paquet, donc donc conjointement il y avait, c'était le pays qui allait fragiliser. C'est vrai qu'il a été servi par une conjoncture internationale très favorable. Exactement. Mouvement. Et puis donc c'était la clé du rideau de fer. Donc faire tomber. C'est comme une grosse partie d'échecs. Donc c'était une pièce maîtresse dans tout l'univers géopolitique soviétique de l'époque. Donc si on arrive à faire tomber la Pologne, donc tout le reste va finir tomber. Par tomber. Rideau de fer. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier, c'est que Solidarnosc, c'était 10 années de lutte à très haut niveau. 10 années de lutte à très haut niveau. Donc avec une pression quasi permanente. Oui, mais nous, pourquoi ces généraux nous, ils avaient le choix. Gaid Salah a eu une chance historique. Il aurait pu. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y avait en face? Il y avait un Hirak très motivé, très dense, très présent, chaque semaine au moins une fois. Oui, mais ça, je vous l'accorde. Oui. Sauf que le Hirak, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de formulation politique parce que le système avait phagocyté toute la société civile et toute la société politique. Et puis le Hirak n'était pas structuré. Non, structuré. Il n'avait pas de feuille de route, il n'avait pas de revendications claires, comme sur Solidarnosc. Non, mais le Hirak ne peut pas être structuré. Le Hirak, c'est un support, c'est le moteur. C'est de là où les organisations politiques les plus intelligentes auraient dû puiser du vivier, donc des militants à former, des gens qui portent une vision, qui vont la porter. Mais ce n'est que le carburant d'une démarche, autrement dit, beaucoup plus importante. Donc l'essai devait être transformé par une organisation. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de personnes ou de personnalités politiques à même d'incarner cette volonté de changement. Donc Aït Hamed venait de disparaître en 2015. Donc loin de moi l'idée de porter un quelconque jugement sur les personnalités politiques qu'il y avait à l'époque, mais elles n'avaient pas, elles ne se sont pas compris Gaïd Salah qui avait disparu en 2015. Je parlais de Hussein Aït Hamed qui avait disparu en 2015, ouais. Capable d'incarner, vu l'âge avancé qu'il y a eu, mais c'est aussi, ça nous renvoie l'incapacité de notre société à sécréter des élites. Le Hirak est arrivé, donc il a balayé un peu donc il a provoqué quelque part un début de rupture épistémologique, ça il l'a fait. Donc de nouveaux paradigmes, il l'a fait parce que c'était un mouvement pacifiste, donc qui était profondément pacifiste, parce qu'il y a toute l'arrière-cour de la résiliation post-décennie guerre civile en Algérie. Et puis vous avez aussi ce qu'il aurait pu et ce qu'il a commencé à faire, c'était de pouvoir permettre à ce que d'autres nouvelles légitimités soient admises, pas forcément comme des représentants. Et c'était dans l'intérêt même du régime d'une façon objective. Mais il a tout fait pour que ce soit le contraire, pour éliminer toute émergence possible d'éventuelles élites, d'éventuels représentants. Il a joué de la carte répression à fond, de la carte subversion à fond, au point où on est arrivé à semer la discorde entre les populations, à inciter à la haine identitaire les uns contre les autres. Mais c'est la nature. Aujourd'hui, avec du recul, on ne comprend pas pourquoi il a fait tout ça. Non, mais c'est la nature. Est-ce juste pour garder le pouvoir? Non, mais c'est la nature même, c'est la nature du régime elle-même qui est clanique à la base. C'est-à-dire que l'impossibilité, donc il y a le réflexe de survie, là ils le partagent, ils l'ont en commun. Donc ils l'ont en commun. Mais tellement à l'intérieur, c'est des couloirs, c'est des limbes à l'intérieur. Quand vous vous perdez dans les couloirs de ce régime, donc il est multiple.
il est multiple avec un gros S au pluriel. Donc vous n'avez pas des centres de décision qui sont clairement définis, qui vont définir un cap. Donc à l'intérieur, c'est des une dynamique. Exactement, mais c'est des dynamiques au pluriel qui échappent. Donc le contrôle est sectorisé, il est segmenté. Donc les services de sécurité sont phagocytés. Donc il y a un effet de loyauté au chef, mais pas au big chef. Du moment. Voilà. Donc, par contre... C'est un train lancé à toute vitesse où tout le monde est embarqué, dont personne ne peut descendre. Le drame, c'est que ce sont plusieurs trains. Donc, dans le même train, vous allez trouver, on est censé trouver quand même une seule locomotive. Donc, mais là, vous allez avoir une locomotive avec 3-4 wagons et juste derrière, vous allez retrouver une autre locomotive avec 4 ou 5 wagons. Donc, avec des énergies contraires, voilà. Pas de synergie positive. Et le travail de SAP qui est fait dans la société, qui est au lendemain pendant l'année 90. Pendant l'année 90, tout a été posé. Donc on a phagocyté la société, on a bipolarisé même la sémantique politique de l'époque. Donc on a créé des concepts, on a créé des choses qui malheureusement les acteurs politiques de l'époque se sont engouffrés soit de pleine conscience ou par calcul politique ou par... Voilà, donc l'histoire nous le dira un peu plus tard. Mais cette incapacité de notre société à créer, à mettre en face, à créer un vis-à-vis du pouvoir, aussi, elle peut être structurelle chez nous. Il faudra qu'on regarde aussi un peu ce côté-là. Juste par rapport, en fait, j'ai évoqué Jaruzelski, c'est pas pour comparer ou pour rapprocher l'Algérie et le pouvoir. C'est deux situations. C'est juste pour dire le sens de l'opportunité politique. Voilà un général qui était honni, qu'on pouvait poursuivre pour torture et tout ça, qui a su, parce qu'il a, comment dire, malgré que c'est un dictateur, tout ce qu'on veut, mais il a le sens de l'intérêt. Il aime son pays. Voilà, il a aidé son pays et il est sorti par la grande porte. Il est sorti par la grande porte, il est rentré dans l'histoire. C'est juste... Il avait les coups des franches. Il avait les coups des franches pour le faire. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, il y a un général qui ait les coups des franches? C'est pour ça que je dis un train dont personne ne peut descendre. Voilà. Alors, je me permets de vous interrompre, Saïd Salhi, sur cette question. Pourquoi ce régime s'est arc-bouté, obstiné à refuser toute idée d'une transaction démocratique? Est-ce parce que c'était un consensus entre tous les membres de ce régime pour garder le pouvoir tout simplement? Est-ce que parce qu'ils n'avaient pas le choix, que ça tirait de tous les côtés? Est-ce que parce qu'ils avaient peur, peut-être, que certains scandales ne remontent à la surface, qu'une occasion de justice transitionnelle, justement, pourrait ouvrir la porte sur des choses dont beaucoup d'Algériens n'imaginent même pas la portée, à votre avis? Bon, je pense bien sûr qu'il faut revenir au contexte de 2019, notamment en février 2019. Je pense que février 2019, ça a été quand même, il faut le rappeler, le résultat d'une crise d'abord dans le système, mais aussi d'une crise dans la société, notamment la société politique. Et il faut dire que le 5e mandat a été déjà la suite d'une crise aiguë au sein du système, ce qu'on appelle les clans du pouvoir. Et après, on a vu justement cette crise, comment il a été décliné, comment il s'est décliné, avec vraiment des clans qui s'entre-déchiraient entre eux. On a vu comment justement le rôle qui a été joué par notamment Gaïd Salah durant cette période-là. Mais aussi, on a vu aussi du côté de la société, notamment la société civile. Moi, je me rappelle des premières semaines de février 2019 jusqu'à mars. En face, il n'y avait pas grand-chose. Nous, société civile, on était presque laminés. La société politique, je parlerai des partis politiques, même chose. Il faut quand même rappeler que depuis l'échec de Mazafran, la société politique, les partis politiques étaient presque, tétanisés, étaient presque, gelés. Donc, il n'y avait pas de vie politique en face. Et le problème, justement, des interlocuteurs s'est posé. Et je me rappelle de la première déclaration que nous avons faite le 27 février 2019, c'est-à-dire 5 jours après, dans les discussions, il y avait vraiment un malaise, il y avait vraiment une difficulté d'utiliser des mots.
des mots, notamment, voilà, quand on parle de la transition pacifique, transition démocratique, une transition concertée, une transition négociée, c'est des mots qu'il fallait peser parce que bon, dans la société, il y avait tellement, voilà, je dirais, de colère dans la société, mais aussi, je dirais, dans la société, on a senti vraiment cette je dirais, une sorte voilà, de presque suspicion de tout ce qui est organisé, parce que malheureusement, l'expérience démocratique, notamment, je parlerai pas depuis 89, mais au moins depuis 97, eh ben voilà, cette expérience, malheureusement, du côté de l'opinion, du côté du peuple, les gens, voilà, ont été en quelque sorte, je dirais échaudés. Donc c'est pour cela que nous avons vu vraiment tout un problème de représentation, d'organisation de la société. Eh bien justement, c'est de ça que nous allons parler maintenant. Abbas Hamadan, cet éternel dilemme qui est né avant de l'œuf ou de la poule. Donc, comme vient de le dire Saïd Salahi, le problème qui s'est posé, c'est celui des interlocuteurs. À supposer que ce régime ait accepté cette idée de transition démocratique, qu'il ait dit au Hirak, ok, d'accord, je suis d'accord, je me mets d'un côté de la table, désignez-moi les gens qui se mettront de l'autre côté de la table, à défaut d'avoir une table ronde. Comment faire dans une dynamique comme celle du Hirak, un mouvement populaire, spontané, sans direction, sans mot d'ordre, sans feuille de route, porté seulement par la contestation du régime et l'aspiration à un état de droit, qui reste quand même des notions très vagues. Comment faire pour répondre à la sollicitation du régime, si tant est qu'elle ait pu se passer, et qui nous aurait dit, allez, désignez-moi vos représentants. Comment on aurait fait ? Alors, effectivement, on est tous à regretter l'absence de représentants naturels de l'opposition, de la société civile et tout, mais en même temps, c'est un paradoxe, parce que pour qu'il y ait des élites scientifiques, il faudrait qu'il y ait une vie scientifique. Sans vie scientifique, il ne peut pas y avoir une élite scientifique. Sans vie artistique, il ne peut pas y avoir d'artistes. Sans vie politique, il ne peut pas y avoir d'élite politique. Depuis 1962, c'est la sécheresse politique en Algérie. Comment voulez-vous que dans cette sécheresse-là puissent émerger des élites politiques et tout ça? Mais le régime a tout fait pour que ce soit le cas. Bien sûr, bien sûr. C'était un terreau stérile du fait même du régime qui a tout fait pour que ce terreau reste ad vitam aeternam stérile. C'est délibéré. De vraies élites. Alors, c'est délibéré de la part du régime. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une tendance dans la société qui consiste à dire que nous sommes incapables de produire des élites. Nous sommes une tendance un peu défaitiste. Nous sommes condamnés à ça. Donc, si on est condamné à ça, ça veut dire qu'on laisse faire le pouvoir parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pour moi, c'est archi faux. Le peu de temps du Hirak, moi j'ai assisté et j'ai vu une politisation accélérée de la société algérienne. Des termes comme transition démocratique, qui étaient l'apanage, ou d'autres, de l'état de droit, les droits de l'homme, c'était des termes qui étaient l'apanage de quelques opposants, de quelques élites et tout ça. C'était dans la rue des gens qui n'ont jamais fait de politique qui ont porté ces choses-là. Moi, j'ai beaucoup plus cette vision optimiste dans le peuple algérien, sans vouloir verser dans une espèce de populisme. C'est pour ça que la transition, justement, la transition, c'est d'éviter d'aller directement, comme le proposent certains, d'aller directement vers des élections. La transition, ça prend 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend, durant laquelle il y aura une ouverture du champ médiatique. Donc les médias, ils vont... Pour moi, mais les médias, ils sont contrôlés par le régime. Non, mais je parle... Si on va vers les élections sont contrôlées par l'administration qui est contrôlée par le régime. Je parle dans le cadre d'une transition acceptée, qui est autonome du pouvoir, soit qui est faite... mais comment Là, c'est ma question. Comment faire pour aller vers une transition si le régime répond, supposons qu'il soit suffisamment malin pour semer le trouble parmi nous,
et pour nous dire, voilà, vous n'êtes même pas capable de désigner vos représentants. Comment faire justement pour éviter ce piège et lui dire, non, non, nous allons pouvoir vous présenter nos représentants, mais comment faire? Créer un congrès par une lampe d'Aladin du jour au lendemain, un congrès populaire qui puisse désigner des représentants, faire élire les quartiers, les villas, comment faire? Alors là, c'est une question à 2 étages, hein, c'est comme les fusées à 2 étages. Il y a la question de comment arriver vers la transition. Ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique, c'est le rapport de force. Donc c'est le retour du Hirak, le retour du mouvement. Sans ça, il faut compter sur un miracle qu'au sein de l'armée, qu'il puisse y avoir un mouvement, voilà. Genre Portugal. Voilà. Donc ça, c'est premier étage de la fusée. D'accord. La deuxième, cette question est réglée. Le régime est d'accord pour une transition. Voilà. Comment faire? C'est pour ça. Pour discuter avec lui, pour lui envoyer nos représentants. Comment? Alors, j'y arrive. Alors, dans les pays qui ont connu la transition démocratique, la plupart du temps, c'est une redémocratisation. Donc, c'est des pays dans lesquels existaient déjà des partis, des syndicats, etc. Donc, si on était dans cette situation-là... Là, c'est le fleuve qui retrouve son lit naturel. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, chez nous, on ne va pas partir ex nihilo, à partir de zéro. Non. Il y a quelques partis avec une histoire et tout ça. Il y a quelques syndicats, et puis il y a des gens qui ont émergé durant le Hirak. Il y a des personnalités qui ont la confiance du peuple et tout. Donc dans un premier temps, ça va être, si on va... Alors les transitions, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans une transition? Il y a le côté législatif, donc un Conseil national de transition. Moi, je l'appellerais bien, c'est mon souhait, mon rêve, c'est de l'appeler un Conseil national du 22 février. Bon, voilà. Donc, il va s'occuper de quoi? De la rédaction d'une constitution. Mais qui le désignera? Alors, et de quelle manière? Alors, qui le désignera? Il y aura des représentants. Il faut consacrer une émission spéciale pour ça. Oui. Donc, il y aura des représentants, des gens qui ont émergé du Hirak. Et les gens qui vont être dans ce Conseil national, ils s'engagent à ne pas être élu, à ne pas être candidat à quoi que ce soit. À ne plus avoir de vie politique après l'avènement d'un État de droit. À ne pas, vie politique, non, à ne pas être candidat à quoi que ce soit. D'accord. Ni aux élections législatives, ni à la mairie et tout. Comme ça, on s'assure que ces gens-là sont là ne pour vont pas servir, capter, ne vont pas reproduire le... Donc il y a quelque chose de très très important, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, par rapport aux gens qui ont peur de passer d'une dictature militaire vers une dictature théocratique, religieuse ou linguistique ou autre. J'ai parlé, en fait, m'est déjà arrivé d'animer des conférences. Il y a quelque chose, on peut aller, ça c'est un préalable, et ça sera le rôle de ce Conseil national, de rédiger une charte, on peut l'appeler charte ou autre, dans lequel seront inscrits les principes démocratiques universels, un SMIC, donc le respect des droits de l'homme. Un cadre dans lequel devront s'inscrire tous les acteurs de la transition. Donc il va reprendre toutes les libertés publiques, individuelles, etc., le pluralisme linguistique, politique, la liberté de conscience, toutes ces choses-là qui vont être discutées. Sous quelle forme? Sous forme de supraconstitutionnalité. C'est ça qu'ils vont avoir. Qu'est-ce que ça veut dire supraconstitutionnalité? C'est un terme qui peut faire peur. En fait, c'est-à-dire que quelle que soit l'Assemblée qui va être élue par la suite, et quelle que soit la Constitution qui va en sortir, elle devra s'inscrire dans ce cadre. Ça va être le socle de... Voilà. Comme ça, pour les gens, ils te disaient, oui, mais c'est les islamistes, ils ont la majorité, on aura l'Iran... Mais s'ils s'inscrivent dans ce cadre, ils ne pourront pas sortir de ce cadre. Ils devront respecter les libertés qui auront été consacrées, des principes démocratiques, etc. Celui qui n'accepte pas cette charte, qui aura le statut, la force juridique de supraconstitutionnalité, c'est-à-dire au-dessus de la Constitution. Celui qui ne s'inscrit pas là, il sera évincé, il sera... Voilà.
Très intéressant. Alors, Mais Boukhalifa. je pense qu'il faudra quand même, sur le plan strictement conceptuel et sémantique, revenir à des choses tout à fait... D'ailleurs, on avait évoqué le problème tout à l'heure, c'était le principe de la transition. La transition en elle-même n'est pas une fin en soi, ça reste un processus... Comme l'indique le nom. D'accord. C'est une transition vers autre chose. Mais c'est l'ensemble des opérations qui vont constituer le processus en lui-même. Oui. Mais comment désigner les gens qui vont être dans la transition, qui vont la conduire justement, face à un régime qui devra partir? Mais ce dont on avait parlé tout à l'heure, et puis notre ami Abbas l'a bien peut-être travaillé là-dessus, il faut quand même qu'il y ait des signes, pas que des signes simples, de bonne volonté du pouvoir. D'abord, la libération inconditionnelle de l'ensemble des détenus d'opinion et politique. Alors, je dis bien, je pèse mes mots, c'est la libération inconditionnelle. Non mais Boukhalifa, là c'est un côté pratique. Non, j'en arrive. Moi je parle des conditions préalables pour arriver à la négociation. Non, mais j'en arrive. Je pense que d'abord, remettre les gens en liberté, ça d'une part, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui apportent de la réflexion, qui sont en prison. Oui. Et qui sont en prison pour ça, justement. Exactement. Vous avez ça. Desserrer les taux sur le champ politique, desserrer les taux sur le champ médiatique. C'est pas forcément pour remettre en selle les médias acquis aux régents, non, mais que les gens puissent se réapproprier cet espace pour pouvoir échanger. Vous voulez mettre en place les conditions favorables pour l'émergence de ces gens qui pourraient donc... qui se fait en parallèle. Vous ne pouvez pas faire une injonction à une société de dégager des représentants, encore moins à une dynamique. Souvenez-vous, sur votre plateau d'ailleurs, en 2016-2017, moi je parlais d'une lame de fond qui est en train de venir. Elle allait venir, il n'y a que la classe politique des années 90 qui a refusé de la voir. Peu d'entre eux admettaient qu'il y avait une lame de fond. À la faveur du 5e mandat voulu par le régime, elle est sortie. Elle est sortie, elle a charrié tout ce qui était avec elle. Mais je pense que les signes de détente que le régime se doit d'apporter doivent être constitués d'abord par la remise par la libération inconditionnelle de l'ensemble des détenus d'opinion et politique, d'une part, l'étau, la chape de plomb qu'il y a sur l'espace médiatique, l'espace politique. Et il ne faut pas oublier que le carburant des organisations politiques, c'est le mouvement associatif. Il a été réduit à néant en Algérie. Il a été réduit à néant. Vous ne pouvez pas... Il a été capté par le régime, tout simplement. Oui, mais il y a 3 jours, il y a eu des assises mouvement associatif. Oui, vous savez, il y a eu 700 associations créées par le régime. Oui, mais ça c'est la stratégie de la duplication. Vous avez aussi l'étau sur les syndicats. Vous ne pouvez pas prétendre à une transformation sociale s'il n'y a pas une double articulation à la fois politique et dans la société civile et dans le mouvement associatif et dans tout ce qui peut constituer des ponts. C'est pas possible. Je me permets de vous interrompre, Boukhalifa, nous arrivons à la fin de l'émission. Saïd Salhi, vous avez le mot de la fin, en moins de 3 minutes s'il vous plaît, sur ces modalités préalables pour pouvoir être en face du régime et négocier avec lui les différentes étapes de la transition vers un état de droit. Merci. Bon, pour les modalités, nous avons longuement justement débattu, on s'est exprimé largement sur la question, sur les modalités, sur justement la feuille de route, que ce soit dans toutes les initiatives que nous avons lancées à partir du 26 février 2019 jusqu'au 27 avril 2019, là où nous avons appelé à l'organisation de la conférence nationale de la transition démocratique. Je pense que les modalités étaient, de notre part, étaient claires dès le début. Alors, pour arriver, bien sûr, à une sorte de dialogue, il fallait déjà laisser la société s'organiser. Il fallait déjà laisser le Hirak avec tous ses acteurs, enfin, je parle des acteurs qui animent le Hirak, que ce soit des acteurs de la société civile, des acteurs des partis politiques, s'organiser, se rencontrer, échanger, essayer de faire émerger des consensus autour des questions démocratiques, des préalables démocratiques.
C'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous avons fait depuis le début. Depuis le début jusqu'à arriver, nous avons été à l'avant-garde. Je parlais de société civile, avec ce qui restait de société civile, avec l'organisation de la conférence nationale de la société civile le 15 juin, avec l'organisation des partis du PAD le 26 juin, l'organisation des partis, ce qu'on appelle du dialogue national du 26 juillet. Nous avons essayé de faire de la médiation entre les différents pôles et nous avons fait la première rencontre le 24 août au SAFEX, là où nous avons essayé justement de faire rencontrer, faire à la limite converger les deux feuilles de route des partis politiques pour aller vraiment vers une seule feuille de route, un seul cadre de concertation, de négociation pour pouvoir aller en troisième phase, en dernière phase, avec une sorte de dialogue, une sorte de négociation avec le pouvoir en place. Donc le travail a été fait, mais malheureusement, il faut dire que dans la société civile elle-même, dans la société politique elle-même, c'était difficile de faire émerger ces consensus. Nous avons travaillé depuis toute l'année 2020 jusqu'à 2021 avec la dernière tentative CTNI 22. Donc nous avons essayé de faire d'initier toutes les possibilités de faire rapprocher les opinions, de faire rapprocher les propositions. Ça a été difficile dans le Hirak d'abord, parce que il y avait quand même le Hirak, comme disaient nos amis, c'était un Hirak populaire qui est traversé par plusieurs sensibilités. Le pouvoir lui-même l'a pénétré, l'a traversé, avec tous ses agents, donc ce n'était pas possible justement de travailler. Il y avait ce climat de répression qui n'a pas laissé la société travailler, avec toute la fermeture, le verrouillage, la répression qui s'est abattue, surtout après juillet 2019, quand le pouvoir a décidé d'aller vers les élections présidentielles de force, en évacuant toute autre proposition, notamment le processus constituant. On était dans cette possibilité. Merci. Mais en termes, je dirais, de feuille de route, je pense que la feuille de route était claire. Moi-même, j'ai parlé à un certain moment d'un dialogue qui devait s'opérer dans la société d'abord, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de malentendus dans la société, sur beaucoup d'expériences, beaucoup de Merci, choses. Saïd Saleh, pardonnez-moi de vous interrompre, nous arrivons à la fin de l'émission, c'est très calibré. Je vous rappelle qu'il y aura une deuxième partie pour cette émission, nous traiterons d'autres aspects de la phase de transition démocratique, notamment le côté justice transitionnelle, le côté vérité et justice qui est absolument nécessaire dans ce processus. Et j'aurai donc le plaisir de vous retrouver samedi prochain. Qawala khair, bislama.